Monsieur le Président et cher Ronald, merci de m'inviter. Alors je vais vous faire un aveu. Je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps, là, pendant que je vous ai écouté. Mon père, qui avait à peu près l'âge de la personne dont on vient de faire l'éloge, qui était médecin, qui avait une carrière refoulée d'orthopédiste, m'a fait faire de la chirurgie pendant 3 ans. Je l'ai raconté à pratiquement personne. Et dès la première année, je faisais des aides opératoires tous les matins, avec ses copains chirurgiens. J'étais à Bordeaux à l'époque. Et ça m'a beaucoup plu. D'abord, je pensais faire de la chirurgie à ce moment-là. Et puis ensuite, je suis allé du côté de l'anthropologie et de la psychiatrie. Voilà. Et ça me fait très plaisir de vous parler maintenant de ce grand malentendu. Il y a un malentendu, c'est-à-dire que je vais dire que la sexualité n'est pas un objet de la médecine. C'est ce que je vais essayer de vous dire en quelques diapositives. Je vais vous soutenir 4 points et je me mets 15 minutes et je serai à l'heure, t'inquiète pas. L'objet sexualité, je vous en dis quelques mots, médecine et chirurgie par rapport à la sexualité. Et puis il y a une évolution récente quand même, puisqu'on a tous plus de 50 ans, les plus jeunes, je vois aujourd'hui, quand on leur fait des cours, c'est très compliqué. Tous nos étudiants, par exemple, à Paris-Descartes, comprennent mal, ils ont tous une trentaine d'années par exemple, comprennent très mal, ils sont persuadés qu'on a fait l'amour depuis le début de l'humanité comme on le fait aujourd'hui. Et nous avons tous vu, en une 50aine d'années, un changement total. Donc, on va dire un petit mot de cette évolution récente et ce qu'on peut faire comme prospective. L'objet sexualité, dès l'origine, c'est un objet à part dans toutes les sociétés. Il n'est pas traité de la même façon que tous les autres faits de la société. Il y a des règles, il y a surtout beaucoup d'interdits. Et à la fois, vous connaissez les tabous, notamment le tabou de l'inceste, qui, en définitive, alors je vais vous faire quelques toutes petites mises au point, parce que je sais que, comme moi, parce qu'on a suivi, il y a même des études au niveau de la médecine, pas de la chirurgie, que nous n'avons jamais entendu parler de sexualité. Pas eu une seule heure de cours. On n'a jamais eu. C'est quand même curieux, parce qu'ensuite, on va avoir énormément de gens, depuis peu de temps, qui ont des plaintes sexuelles. Cet objet, je vais vous faire quelques mises au point, par exemple, dans les tabous, par exemple, le tabou de l'inceste. Alors, vous savez que Lévi-Strauss, puis Freud, ça va s'appeler le tabou chez Freud, vont dire qu'à l'origine de l'humanité, il y a un tabou, c'est celui de l'inceste. Non, ils ne savaient pas qu'en anthropologie, c'est un interdit qui existe naturellement chez tous les primates. Chez une part des mammifères et chez tous les primates, il y a un interdit de l'inceste qui se fait par éviction, par exemple, de l'endogamie dès la puberté. Des choses tout à fait étonnantes, parce que c'est inscrit dans les gènes, on n'en sait rien. Mais d'une certaine façon, nous avons passé par des règles verbales ce qui existait de façon comportementale dans la nature. Des règles spécifiques vont encadrer les pratiques. Je vais dire qu'essentiellement, qu'est-ce qu'on va interdire? On va certainement interdire depuis le début de l'humanité, là je me permets de le dire avec le recul que l'on a sur ce qu'on a appelé la libération sexuelle depuis les 50 dernières années, on a interdit la libre sexualité féminine. La plupart des hommes ont toujours fait ce qu'ils voulaient dans toutes les sociétés. Quand il y a un interdit, par exemple l'interdit de l'adultère, la femme est condamnée à mort et l'homme rembourse la dot. Dans toutes les sociétés, il va y avoir une asymétrie terrible. J'ai même eu l'habitude, très récemment, de dire, on m'a demandé pas mal d'exposer sur où en est-on depuis 50 ans dans la libération sexuelle. Mais quand on regarde, il n'y a pas eu vraiment de libération sexuelle il y a 50 ans. Il y a eu une libération de la sexualité des femmes et des homosexuels. Les hommes ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Je vois des femmes qui opinent, c'est bien. Nous, on a du mal. Vous savez, je vous parle de ça, mais moi, il y a 20 ou 30 ans, quand je ne réfléchissais pas de la même façon, on est tellement entraîné par des choses habituelles qu'on ne les remarque pas. Le tabou de l'inceste versus l'évitement, alors on l'appelle l'évitement dans le monde animal. Alors effectivement, dans toutes les sociétés, il y a des lois sur la nudité, la pudeur, qui limitent certaines pratiques selon les époques, les sociétés. Alors par exemple, quelque chose qui était interdit en raison
ce qui a été condamné dans toutes les sociétés, même pas patriarcales, c'est tout simplement l'homosexualité, parce qu'elle n'est pas reproductrice, ok. Et on va appeler, vous savez, les homosexuels, on les appelait des sodomites, et à partir de cela, on interdisait toutes les sodomies. Mais sodomie était un qualificatif. Par exemple, je vous disais, la masturbation au XVIIe siècle était une sodomie. On interdisait. On ne parlait quasiment pas des pratiques féminines. Le cunnilingus n'apparaît pas dans les pratiques, ça ne se voit que très peu, et c'est quelque chose de plus récent. Mais on va interdire comme sodomie tout ce qui n'est pas le coït reproductif. Le deuxième point sur cette objet-sexualité est le rapport de la médecine, de la chirurgie à la sexualité. Alors la médecine va suivre, je dirais dans le courant judéo-chrétien en tout cas, elle suit les valeurs de la société. Quand il y a des choses interdites, elle va les interdire. Quand il y a des choses qui sont permises, et toujours quelquefois avec un peu de retard. La médecine suit les interdits sociétaux, religieux. La dissection, on sait combien, par exemple, ça va freiner la connaissance. L'irrigation pénienne sanguine a été découverte assez tard, alors que beaucoup le savaient. On pense que Léonard de Vinci a peut-être été un des premiers, en tout cas à le dire, dans des écrits qu'on ne connaît que depuis une trentaine d'années, parce qu'on a pu les lire. Vous savez, c'est dans les feuillets de Windsor, les feuillets de la Génération. Eh bien, il y a des textes écrits par Léonard de Vinci, il était ambidextre gaucher, et c'était écrit dans un italien ancien en miroir, qui était très compliqué à traduire. Quand on l'a traduit, on a compris qu'il avait compris ça, qu'il l'écrivait dans sa langue cryptée, parce qu'à l'époque, ça faisait pas, c'était pas licite de pouvoir le dire. Et vous savez qu'à l'époque, on pensait, comme Aristote, que la verge était alimentée en pneuma, ça venait des poumons, il y avait le pneuma qui donnait cette... alors, petite anecdote, je regarde mon temps, ça va, c'est juste, mais ça va. La petite anecdote, vous connaissez cette coupe, j'aurais pu la mettre, cette extraordinaire coupe de coït qu'a fait, une sorte de scan du coït, fait par Léonard de Vinci, dans lequel on voit un homme avec une verge tendue, pénétrer donc un corps féminin, et il représente les petits tuyaux qui mènent les poumons. Les racines sacrées sont bien représentées, mais donc il savait ce que c'était, il avait disséqué, mais il les faisait aboutir au poumon. C'est évidemment le pneuma qui remplissait la verge. Et alors ce qu'il raconte de façon amusante dans le texte que l'on décode, il dit « J'ai quand même des doutes par rapport à ça. J'ai vu un étalon la semaine dernière qui, après avoir fait une course extraordinaire, il était essoufflé, il arrive, il est épuisé. À ce moment-là, il voit une jument. Immédiatement, il rentre en érection. Si c'est de l'air, c'est pas possible. » Cadrage anatomique, vous savez très bien qu'on a appelé cette région honteuse, et bon, on ne va pas changer les termes aujourd'hui, mais ça continue à porter les termes de nerfs, veines, vaisseaux honteux. La masturbation, je vous ai mis quelques mots parce que j'ai beaucoup travaillé sur la masturbation et essayé de comprendre ce mécanisme. C'est un complot médico-religieux parce que tout début, la masturbation est interdite en Occident à partir de 1710. À la fin du XVIIe siècle, elle est même encouragée par les matrones, les sages-femmes de l'époque, qui pensent que ça favorise la fécondité. Donc elle n'est interdite exactement qu'à ce moment-là. On ne sait pas comment la nommer et on va l'interdire, comme on disait, puisqu'on condamne les sodomies. Et bien là, on va appeler onanisme, mais relisez la Bible. L'onanisme, c'est pas une masturbation, c'est un coït interrompu. Et donc, on va l'appeler onanisme parce que là, on peut le condamner puisque la Bible condamne l'onanisme. Et il va y avoir un complot entre, vous connaissez Tissot, qui était très connu pour son traitement de la variole, et puis un pasteur calviniste du Toit-Montbreny, et il va y avoir un lien entre les médecins et les religieux, essentiellement dans le courant protestant. Après, le catholicisme va s'y mettre, la chirurgie aussi va s'y mettre, puisque à la fin du 19e, ou dans tout le 19e, il y a beaucoup de contentions terribles, de circoncisions, de castrations. Il y a un article très connu dans les annales médico-psychologiques
de 1890 ou un truc comme ça, d'un chirurgien qui s'appelle Zambako, qui dit de quelle façon on ne peut pas arriver à empêcher deux petites filles qui sont des sœurs de se masturber, et en les a pourtant cautérisées plusieurs fois, on cautérisé la région génitale régulièrement, et malgré ça, elles continuent à se toucher. Alors, l'évolution récente. La transition va se faire en Occident. Oui, il faut que j'aille plus vite, mais la transition va se faire dans les années 70, pardon. Ça n'a pas directement de lien avec 1968. C'est qu'à ce moment-là, on a une grande transition dans tout l'Occident entre les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes. Ce qui arrive, je n'ai pas le temps de vous le développer, mais c'est essentiellement l'apparition du sujet. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, on est des sujets à avoir décidé de trajectoires. Nos enfants, on est même heureux qu'ils aient des trajectoires que nous ne désirons pas. Dans le monde de la tradition, c'est l'opposé. À partir de là, il va y avoir cette dissociation sexualité-fécondité. Certainement que si la pilule contraceptive a été inventée dans les années 1920, la pilule n'aurait pas, peut-être qu'elle aurait été étouffée. On sait aussi qu'elle n'est apparue que parce qu'il y a eu le support, notamment financier, d'une milliardaire américaine qui était une milliardaire lesbienne, qui a permis cette avancée. Dissociation de l'hétérosexualité et du mariage, évolution des rôles, des mœurs, des mentalités. Aujourd'hui, on est dans une société avec une surreprésentation de la sexualité. On en parle sans arrêt, et le paradoxe, c'est que vous avez une absence d'éducation à la sexualité. Aucune éducation à la sexualité. Ça n'existe pas en France. Aucune. Il y a une information sur la contraception, sur les IST, tant mieux. Mais il n'y a pas d'éducation à la sexualité. Aucun enseignement en cours de médecine. En psycho, c'est pareil. Les psychologues qui ont 7 ans de DESS, aujourd'hui le Master 2, 0 heure d'enseignement. Regardez même dans nos spécialités, et moi-même psychiatre, 8 plus 4, 12 ans, je n'ai jamais entendu parler de sexualité. Freud ne parlait pas de sexualité. Il parlait des rapports sexuels entre personnes. Et donc on va avoir cette espèce de fracture qui va faire que la sexualité, le désir, le plaisir ne sont pas des objets de la médecine, d'accord, mais la plupart des médecins ne sont pas capables de répondre de façon juste aux problèmes qui se posent, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de plaintes sexuelles. J'ai 3 minutes, encore 12, je regarde exactement, t'inquiète pas. Simplement un mot pour vous dire, parce qu'on n'en est pas toujours... j'ai été très étonné il y a 3 ou 4 ans. Un de nos confrères et grands gynécologues, professeur sur Paris, qui l'a été pendant longtemps, il est à la retraite depuis 5 ou 6 ans, je le vois en première année et j'étais impressionné. À l'époque, je ne le connaissais pas parce que j'ai fait mes études à Bordeaux et j'étais impressionné. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, écoutez, j'ai fait toutes ces années, mais je m'interroge sur la sexualité, je ne sais pas si je comprends. 6 mois après, il me disait, je suis étonné, pendant 40 ans, j'ai vu des femmes tous les jours, et c'est quelqu'un de très ouvert, qui avait fait une formation à la psychanalyse, et il dit, je n'ai rien compris de beaucoup de choses. Alors je ne dis pas que je sais, mais la sexualité est un objet très complexe. Je vous donne simplement 2 mots. Si vous voulez, on pourrait résumer ce qu'est la sexualité. Il n'y a pas d'instinct sexuel, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Il n'y a pas d'instinct sexuel. Elle est comportementalement apprise, elle est totalement apprise, elle est socialement construite, et la plupart des troubles que l'on voit, indépendamment des choses qui sont totalement organiques, mais elles sont toujours secondairement relationnelles et inversement. Mais la plupart des troubles que l'on voit sont des troubles de l'apprentissage. C'est-à-dire tout ce qui est présent lors de l'apprentissage, angoisse, inquiétude, culpabilité, va être présent pendant tout le reste de la vie sexuelle. Les écueils, c'est que jusque récemment, on avait, et ce qui est très vrai, une politique qui est la santé avant tout, et bien sûr, on va d'abord suivre tel traitement, ainsi de suite. Mais c'est vrai que l'on ne s'est pas trop occupé des conséquences. Il y a beaucoup d'hétérogénèse médicale et chirurgicale. J'en ai relevé quelques-unes dans votre champ d'activité. La chirurgie du sigmoïde du rectum donne souvent
des troubles érectiles, l'éjaculation, quand elle n'est pas annoncée, comprise, expliquée à l'avance, si elle est expliquée, on pourra peut-être la comprendre et la vivre différemment. Ce qui n'est pas expliqué à l'avance est très incompréhensible et va amener des choses compliquées. L'hystérectomie totale, on savait de quelle façon ça donne des dysfonctions sexuelles. En sexualité, vous avez en permanence des troubles en miroir. C'est-à-dire que cet homme qui ne ressent plus les mêmes sensations, le contact du gland avec le col, va avoir peut-être un trouble érectile, va avoir des modifications. Et en face, cette modification de comportement va donner aussi un trouble en miroir. Prostatectomie totale, on le sait combien c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai une meilleure information, mais je pense qu'elle pourrait être un peu plus complète. L'ablation mammaire, l'image du corps considérablement difficile. Les reconstructions génitales. Moi, j'étais très réservé. Voilà, c'est la fin de mon temps, je conclue. J'étais très réservé sur vous savez, ces chirurgies de reconstruction des lèvres et ainsi de suite. Et je disais, mais est-ce qu'il n'y a pas des apprentis sorciers? Je peux vous assurer, il y a 4 ou 5 ans, je vous aurais dit ça. J'ai vu de façon surprenante des trajectoires de vie intime totalement changées. Mais j'étais stupéfait quelquefois. Souvent, j'ai remarqué qu'un homme offre à son épouse cette opération pour son anniversaire parce qu'elle le réclame depuis longtemps. J'ai vu des vies changer le lendemain. Mais ce n'est pas rare, et franchement, c'était pas du tout ce que je pensais il y a quelques années. Je termine simplement. Oui, l'anamnèse de la sexualité est absente, mais bien sûr, parce que comme on ne nous a pas appris cela, eh c'est très compliqué de savoir comment inventorier, de quoi parler, savoir quelles sont les pratiques, notamment de la masturbation. C'est pas par hasard si ce qu'on a interdit pendant 2 siècles, on sait aujourd'hui que c'est l'élément le plus important de la sexualité. La prospective, toute cette évolution récente, c'est-à-dire le fait que vous informiez mieux, elle a été possible que par le concept de santé sexuelle de l'OMS, l'invention des injections intracaverneuses, des IPDE5, c'est évident, ça a changé la sexualité de la plupart des hommes de la deuxième moitié de la vie, et je me permets de dire, peut-être de la moitié des hommes qui sont ici, mais c'est évident. C'est évident. Et la mienne, je peux vous le dire. L'opinion et la pression des patients, l'information devrait être très importante, mais sûrement, ce qui serait important, à mon avis, c'est la nécessité de formation des professionnels de santé. Actuellement, on a 10 universités qui délivrent un diplôme national qualifiant, anonyme, national, en 3 ans. C'est une formation complémentaire qui souvent est très utile. Merci de m'avoir écouté. On peut faire rapidement une question, M. Moreno, même si il n'y a pas de questions, il y aurait tellement, à la fois, il y aurait tellement de questions et pas de questions que... J'ai une question pratique, puisque tu es directeur de l'enseignement, et que l'enseignement, j'en sais quelque chose, se fait. Je trouve qu'il y a encore une trop grande séparation entre la sexologie, comme on l'entend tous, et les pathologies organiques. Les sexologues ne savent toujours pas, ou très peu, examiner un patient, le toucher, etc. Je voudrais un tout petit mot de commentaire. Oui, un petit mot de commentaire, c'était ne remettez pas les diapos, mais c'était la dernière diapositive, puisque là, je n'ai pas le temps de vous en parler. Sexologue ne peut être qu'un adjectif, c'est pas un substantif. On n'est pas sexologue. C'est-à-dire que sexologue, ça veut dire qu'il connaît la complexité de la sexualité. Et on va être chirurgien sexologue, gynéco-sexologue, je suis psychiatre sexologue, il y a des psychologues sexologues, il y a beaucoup de kinés sexologues qui font une rééducation périnéale très particulière parce qu'ils ont suivi ces 3 ans d'enseignement et qu'ils ont une autre réflexion. Donc c'est très vrai ce que tu dis, mais avec quand même la difficulté, le fait que même nos élèves psychologues, kinés, ainsi de suite, non médecins, se forment à tous les troubles organiques, parce que c'est en permanence intriqué. Une question, monsieur. Quelles sont les conséquences
des films pornographiques qui sont vus par un tiers de nos jeunes à 12 ou 13 ans. Alors, je vais aussi très vite, mais c'est vraiment important. 2 mots, c'est pédagogique ce que je veux dire. C'est quand même, ça, ce qui a pu vous être donné, je vous dis, il n'y a pas d'instinct sexuel. Non, il n'y a pas d'instinct sexuel. Il faut que vous me croyiez là. Mais, tenez, je vous prends simplement l'exemple. On prend un jeune chimpanzé, tous les gènes en commun avec nous. On ne vient pas des chimpanzés, mais on a des ancêtres communs. Les femelles ont des règles tous les 28 jours, des orgasmes comme les femelles humaines, ok. On prend un jeune chimpanzé, ce que l'on ne peut pas faire avec nos enfants. On le met dans une cage. Il est isolé des congénères. Il est en pleine forme. À 8-9 ans, qui est la puberté, on lui met la plus belle guenon, qui a des callosités fessières, il s'approche, il renifle, il ne s'accouplera jamais de sa vie. C'est-à-dire que nous avons tout l'équipement, génétique, hormonal, tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas toute une séquence de maturation psychorelationnelle, et ainsi de suite, ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, si il y a apprentissage, c'est qu'il faut qu'il y ait un modèle. Donc il est impossible qu'il n'y ait pas un modèle. Et le modèle aujourd'hui, il n'y en a qu'un. C'est le porno. Le porno, on me posait la question il n'y a pas longtemps, le porno a-t-il changé la sexualité de nos ados? Non, pas du tout. Il a changé la nôtre, autant plus que eux, parce qu'eux, ils tombent dedans. La deuxième chose, c'est que c'est un modèle. Ils sont, maintenant, il faut simplement mettre du discours dessus. Et je suis même étonné d'une chose, c'est le dernier mot. Je pense que ça joue comme nos grands-parents, c'est pas notre génération, étaient initiés dans les bordels. Et ils se racontaient leurs exploits. Eh bien, c'est exactement pareil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une initiation très précoce. On a des travaux que c'est pas forcément délétère du tout. Ils vont se raconter des choses entre eux. Et la nouveauté, c'est que cette initiation, elle est aussi faite pour les filles, ce qui n'était pas le cas avant. Merci Philippe. Je crois qu'on pourrait parler pendant très longtemps sur ce sujet parce que ça soulève effectivement plein de questions. Je veux juste faire la remarque, si vous voulez, autant, moi qui m'occupe beaucoup de cancérologie, autant on est très en avance sur la fertilité, et pour avoir écrit récemment un rapport sur la sexualité, je n'ai pas trouvé d'essai prospectif pour conserver, et ça va être la transition avec les orateurs suivants, parce qu'on ne peut pas imaginer une sexualité si on n'a pas un organe sexuel. Encore que on peut aussi, je pense que, parce qu'il y a, c'est justement même un propos, c'est pour ça, quand vous avez mis en dehors de la résignation sexuelle, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on n'est pas obligé d'être résigné sexuel. Si on n'a pas de vagin, on peut trouver une autre. Donc, alors, bon,